Michael, beaucoup de questions nous sont parvenues au fil des jours, beaucoup de questions de téléspectateurs, avec qu'on soit en France ou en Israël, ou à l'étranger ou en Israël, avec ces mêmes angoisses. On va en lire certaines, on va en écouter d'autres. Je voudrais d'abord faire parler Shlomo. Shlomo qui a 50 ans, qui vient de Paris, et qui nous a posé cette question, vous allez voir s'afficher à l'écran. J'ai une fillette de 15 ans qui ne mange plus, qui ne dort plus la nuit à cause de ce qui se passe en Israël. Comment l'aider concrètement? Donc lui, il se trouve en France. Sa fille se trouve en France, elle a 15 ans. Et elle a manifestement complètement cessé de vivre normalement depuis ce qu'elle a entendu en Israël. Très concrètement, quels conseils vous pourriez lui apporter? Alors, il faut la faire parler, il faut essayer de le faire verbaliser ce qu'elle ressent et quelles sont ses angoisses. Parce que, évidemment, on va tous avoir des angoisses sur les décès qu'il y a eu, sur les images qui circulent, etc. Mais les gens seraient surpris d'entendre les angoisses personnelles de chacun. Moi, je parle aux enfants toute la journée et chacun va me raconter des choses un petit peu différentes dans sa perception de ce qui se passe. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle, à 15 ans, elle est frappée avec cette violence-là physique? Est-ce que déjà, ça réveille d'autres angoisses chez elle? C'est très possible, d'accord, que ça réveille des angoisses de mort qu'elle pouvait avoir, ou des fragilités qu'elle pouvait avoir, ou aussi des culpabilités. Les enfants et les adolescents, ils se sentent très vite coupables. Ça peut nous paraître lunaire parce qu'ils y sont pour rien dans tout ce qui se passe, mais la pensée infantile qui reste encore présente un peu à l'adolescence, c'est que le monde dépend un peu de moi. Et donc, si je fais des bêtises, il va se passer des mauvaises choses, peut-être, que les choses qui arrivent dans la vie sont des sortes de punitions de ce que j'ai pu mal faire, mal penser, etc. Donc il faut faut s'asseoir avec elle seule, au calme, et il faut lui laisser le lead de la discussion. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as envie de me raconter? Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as compris? Donc on va déjà, le premier temps, c'est de la laisser parler, et ça va un peu l'apaiser, et le deuxième temps, c'est d'essayer de traquer les fausses croyances, les culpabilités ou les croyances erronées ou les angoisses liées à des rumeurs ou des choses qu'elle a entendues, et donc pouvoir essayer d'apaiser tout ça. Après, il y a la dimension, qu'on soit à Paris ou en Israël, quand on est juif, on est en général extrêmement violemment touché par ce qui s'est passé, et donc il y a une dimension traumatique pour tout le monde. Et il y a des gens qui gèrent le trauma de façon très opératoire, c'est-à-dire que ils sont en action, ils font et ils verront plus tard comment ça ira. C'est ça, les syndromes de stress post-traumatique, c'est post-trauma, c'est après. Et puis pour beaucoup, ils sont figés dans leurs angoisses et ils deviennent irrationnels. Et donc ça, on peut l'entendre pour tous les patients. Il y a une part d'irrationnel, c'est-à-dire il est arrivé quelque chose d'impensable, de monstrueux. Et donc, mes réassurances internes, c'est-à-dire qu'on pouvait peut-être avoir des attentats, des requêtes, des choses, mais pas quelque chose d'aussi terrible, et en intensité et en perversité de ce qui s'est passé, ça vient casser nos sécurités internes. Vous voyez, quand on a une maladie qu'on n'attendait pas, une maladie grave, on a l'impression que ça y est, on est fragile à tout, que tout peut nous arriver. C'est-à-dire qu'on a perdu cette illusion que quand même ça devrait aller. Et donc là, les Juifs et les Israéliens, on a perdu très violemment ce samedi cette illusion que le pire n'était pas possible. Complètement. Et donc, c'est ça le traumatisme. Plus jamais ça, ce serait vraiment un plus jamais ça, et que ça ne se produirait vraiment plus. D'avoir les monstres, ça c'est des pensées d'enfants, mais c'est ce qui s'est passé, les monstres qui viennent chez nous et qui nous massacrent. Tout ce qu'on passe notre temps à rassurer les enfants de trucs impossibles, improbables, c'est arrivé, et parfois même en pire que ce qu'on avait en tête. C'est ça le trauma. C'est une réalité qui rejoint notre pire angoisse profonde. Donc, tout le monde est en état traumatique, quasiment, chez les Juifs, qui soient en Israël, en France ou ailleurs. Et donc, dans cet état traumatique, on perd cette sécurité interne, et du coup on devient, c'est ça qui est important que les gens doivent comprendre, irrationnel. C'est-à-dire que tout d'un coup tout est possible, ça y est. Alors maintenant on va peut-être revenir n'importe où, même à Paris, rentrer chez moi, me tuer, etc. Et tu peux plus rien me dire qui va me rassurer parce que je te crois pas, parce que ce qui était impensable est arrivé. Justement, c'est important parce que cette question elle est revenue souvent, et on va y répondre dans un instant, mais nous sommes en ligne avec Martine qui nous appelle depuis Jérusalem. Bonsoir Martine, merci de nous avoir appelé ce soir.
soir. Alors, quelle est la question, puisqu'elle a trait, si j'ai bien compris, à ce que disait Michael il y a un instant. Votre question, elle concerne les enfants ? Oui, absolument. Elle concerne les enfants et elle pourrait être la continuité de ce que vient de dire Michael Lara, à savoir à quel moment fait-on qu'on a bien rassuré un enfant ? Est-ce qu'il y a des signes qui nous permettent de comprendre qu'on a réussi à le rassurer ? Parce que pour les parents, malheureusement, le doute revient rapidement, de se dire est-ce qu'il est pleinement rassuré ou il est juste rassuré maintenant, tout de suite, dans l'instant T, mais au long terme, je ne parle pas du trauma évidemment qui est là, mais je parle vraiment de rassurer l'enfant, d'arriver véritablement à le mettre en confiance, parce que le but d'un parent étant de gagner toujours la confiance, qu'il y ait une confiance mutuelle des enfants et des parents. Et si cette confiance est trahie justement par malheureusement les événements atroces, je sais bien que comment on fait pour rétablir... Merci Martine pour cette question très importante. Myriam, on se la pose en tant que maman. On se la pose nous en tant que parents tout le temps. Et c'est vrai que j'aimerais rajouter à la question, j'observe mes enfants tout le temps, à la recherche comme ça de signes, est-ce que je suis en train de rater une angoisse qui s'exprimerait? Alors je me dis, ok, ils mangent, ok, ils dorment, ok, ils rient, ils jouent. Bon, il y a des émotions qui sortent plus qu'à l'habitude, mais c'est aussi parce que leur quotidien a été complètement bouleversé, ils sont à la maison, etc. Donc je rejoins tout à fait cette question. Comment on peut savoir qu'on a bien fait à peu près ok, quoi, que nos enfants vont à peu près bien, étant donné les circonstances? Les enfants en dessous de 10 ans, quand ils vont vraiment mal, c'est assez bruyant. C'est-à-dire que c'est assez visible. Effectivement, soit ils commencent à très mal dormir, à pas manger, à s'agiter énormément, à devenir très agressifs, ou alors complètement effacés, à pas vouloir jouer, à pas être curieux, etc. Donc, quand vous avez votre enfant qui peut jouer, qui peut manger, qui peut rigoler et voir des choses avec plaisir, etc., ça veut dire quand même que globalement, il va plutôt bien. Quand il y a de la légèreté. Oui, c'est-à-dire que je veux pas que les parents ils aient l'impression justement, comme tous les parents, de passer à côté et qu'il y aurait quelque chose de très grave qu'ils n'auraient pas vu. Vous allez le voir si c'est grave. Tous les enfants que je reçois, ils ont des symptômes évidents. Les parents, on les voit, ils mangent plus, ils ont peur, ils ont tout le temps peur, ils sortent plus du mamad, ils tremblent, etc. Ou ils jouent plus à rien, ils regardent plus rien. Donc, il faut quand même que les parents entendent quelque chose qui est juste du bon sens. Un enfant qui continue à avoir du plaisir et à s'intéresser à des choses et à avoir de l'appétit, c'est un enfant qui n'est pas aux prises avec des angoisses féroces maintenant. L'auditrice demandait, est-ce qu'on l'a rassuré à long terme ? Dans une situation comme celle qu'on vit, qui est une situation qui perdure, on ne peut pas rassurer à long terme, parce qu'ils savent que ça continue. Quand il y a un élément traumatique, il y a une agression, etc., et que c'est fini, là oui, on va viser tout de suite une réassurance à long terme. Mais là, c'est évident qu'on aura à leur reparler, souvent. Et c'est pas parce que vos enfants vont vous reposer les mêmes questions que vous avez mal répondu la première fois. Ils auront parfois besoin de vérifier, d'accord, de vérifier que ça n'a pas changé. Et aussi, ils cherchent beaucoup à sentir notre émotion, les jeunes, les petits, moins de 10 ans. On est le référent pour eux. Et donc, vous savez, c'est comme quand un enfant tombe, il se relève, il regarde, et si on est paniqué, il pleure, et sinon, ça va. Eh ben, il y a quelque chose comme ça. Et là, les enfants, évidemment, ils sont plus mal que d'habitude, un petit peu, parce qu'ils nous ont vu beaucoup plus mal que d'habitude. Vous l'avez dit, c'est la première fois qu'on est dans cet état, nous, les adultes, traumatiques, parce qu'on sent que quelque chose a échappé au contrôle pendant de longues heures, et que les conséquences ont été dramatiques. Donc, ils nous ont vus samedi et dimanche, le temps qu'on comprenne ce qui s'est passé. Ils nous ont vus assez pétrifiés et parler, et s'inquiéter, et s'agiter, etc. Donc ils ont eu très peur. Donc il faut revenir là-dessus. Il faut leur dire, tu m'as vu peut-être plus angoissé que tu m'as jamais vu. C'est peut-être pour ça que toi t'es inquiet. Mais tu vois, maintenant j'ai compris ce qui se passait, j'ai repris le contrôle et je vais t'expliquer ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'ils ont aussi besoin, les enfants, chacun avec leur âge et avec leur qualité intellectuelle de compréhension, d'avoir aussi des éléments de réalité. On ne peut pas que leur cacher ce qui se passe. Non. Les tout petits, en dessous de 3 ans, oui. Mais à partir de 4, 5, 6 ans, ils entendent, ils cherchent, ils comprennent. Donc, ils vont avoir besoin qu'on leur donne quand même une version. Et quand ils approchent les 8, 9, 10, 11 ans et les adolescents, alors là, on est obligé de raconter vraiment des choses. Donc, on va raconter des versions qui sont supportables. Évidemment qu'elles sont édulcorées. Et il ne faut pas avoir honte de ça. Le dogme il faut absolument tout dire aux enfants est faux.
notre rôle c'est aussi de filtrer. Donc on va raconter des choses édulcorées, mais ils vont beaucoup être attentifs à notre état à nous. Donc il faut que ce soit souvent le parent le plus calme qui essaye de raconter un petit peu les choses. Je dis souvent aux enfants, tu vois tes parents, ils sont très inquiets pour toi quand tu sors acheter quelque chose tout seul, ou que tu traverses la rue, ou que tu as un peu de fièvre, ils sont inquiets pour toi, ta sœur, etc. Ils disent ah ouais, mes parents ils sont vachement inquiets pour moi pour rien, etc. Alors je leur dis, alors imagine si vraiment il y avait une inquiétude pour ta vie, ou pour la vie de ta sœur, ou pour la vie de la famille, est-ce que tu penses que tes parents ils diraient que ça va ? Donc j'essaye aussi d'éveiller les enfants, et je conseille aux parents de faire ça, de leur dire tu sais bien comme je suis peureux avec toi d'habitude, on n'est pas peureux dans la vie, on est des parents, t'inquiète pas, mais tu sais que quand ça parle de toi ou de ton frère ou de ta sœur, on s'inquiète toujours trop vite. Si là on vous dit qu'il n'y a pas de problème, que vous êtes en sécurité, c'est que vous l'êtes pour de vrai. Et donc il faut que tu gardes ça en tête. Recadrer cette sécurité. Justement, on va écouter ce que Audrey de Levallois posait comme question. Alors pour le coup, Audrey vit en France, donc à Levallois, près de Paris, et elle voulait... Non, on ira voir Audrey dans un instant. Si je peux me permettre de rajouter juste quelque chose sur la dimension traumatique, ce que je voulais bien faire passer comme idée, c'est que parce qu'il y a eu le traumatisme, il y a beaucoup maintenant de fausses croyances, d'accord ? Et particulièrement chez les enfants. Donc maintenant, on peut venir me tuer chez moi, que ce soit en France, on va sortir dans la rue, on va se faire tuer, ou ici en Israël, à n'importe quel endroit, etc. Et donc il faut aussi rassurer les enfants là-dessus, leur dire que ça n'est pas vrai, leur dire c'est parce que tu as eu très peur, leur expliquer le mécanisme, que tu crois maintenant que tout est possible, mais ça n'est pas vrai, et je vais t'expliquer pourquoi. Je suis très frappé de voir comme les enfants, même des enfants très intelligents en Israël, que j'ai en consultation, savent pas où est Gaza, se rendent pas compte du rapport de force que ça représente, et il faut aussi leur montrer ça. Il faut leur montrer, pour ceux qui sont loin, on va appuyer là-dessus, le fait que c'est loin, etc. Et le rapport de force qu'il y avait le samedi, le nombre de soldats qui étaient préparés, donc quasiment pas malheureusement, et aujourd'hui ce qu'il y a sur le terrain, c'est-à-dire des centaines de milliers de soldats, une armée absolument prête, et donc en face des gens qui sont plus du tout capables de faire ce qu'ils ont fait. Et ça, il faut l'expliquer aux enfants, quand même, pour leur donner un élément de contrôle intellectuel sur ce qui se passe. Les rassurer visuellement, même parfois, en voyant... Je leur fais des dessins. Je leur fais des dessins où je leur dessine Israël, Gaza, et je leur montre où est leur ville à eux, etc. Et je leur montre ce qui s'est passé, dans quels endroits, tout près. Évidemment, on va un peu en rajouter pour les rassurer. Tout près, tu vois, c'est vraiment collé au trait de Gaza, t'as vu, alors que toi, t'es beaucoup plus loin. Et puis c'était samedi. Aujourd'hui, tu vois, là, il y a des soldats partout. Donc c'est terminé pour ton angoisse. Vous parlez de ces soldats, ils ont des mamans, des papas. Oui. Vous en faites partie d'ailleurs aussi. Audrey d'Israël nous a posé une question. Comment parler à nos enfants soldats qui vont au front ? Comment gérer quand on est parent de soldats ? Quels mots éviter ? Comment ne pas leur transmettre notre propre angoisse, alors qu'on sait qu'ils vont aller autour de la bande de Gaza, qu'ils vont vivre des moments difficiles s'ils ne les ont pas déjà vécus, etc., etc. Il y a deux questions. Il y a qu'est-ce qu'on dit à nos gosses, qui y sont, et comment nous, après, on va gérer psychologiquement. C'est deux questions un peu différentes. Déjà, le souci des parents en général, c'est qu'est-ce que je lui dis quand je l'ai 5 minutes au téléphone. Les soldats avec lesquels j'ai parlé, c'est unanime. Ils veulent savoir que ça va à la maison. Ils veulent pouvoir être concentrés, avoir l'esprit clair et pas de se faire du souci en plus. Donc il faut les rassurer. Il faut leur dire que nous, on va bien. Et il ne faut pas trop insister sur l'inquiétude qu'on a pour eux. Ils le savent très bien. Ils nous connaissent, ils savent qu'on est inquiet pour eux, ils savent qu'ils sont ce qu'il y a de plus cher pour nous, donc ils n'ont pas besoin... Pas s'il a mangé, s'il a bu, s'il a bien chaud, pas froid... Tout ce qui peut lui transmettre de l'angoisse, si on peut l'éviter, c'est pas la peine. Ils savent à quel point on les aime, ils savent à quel point on est anxieux pour eux, et donc il faut plutôt leur donner le sentiment que nous on est calme, et qu'à la maison c'est géré, et qu'on veut juste qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils ont à faire et avoir l'esprit libre.
Ça, c'est pour la communication avec bosser avant sur nous-mêmes. Ouais, bon, c'est pas complètement possible. Il faut vraiment pas culpabiliser les gens. Hein. C'est une épreuve terrible. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas construit pour être face à la mort, pour que nos enfants soient soldats face à des terroristes. On n'est pas préparé mentalement à ça. Donc c'est normal qu'on soit tous effrayés. Et souvent les parents me disent j'ai honte de moi, je suis pas courageux, je suis peureux, etc. Il faut pas avoir honte. C'est normal d'avoir ces réactions. Il faut essayer de les préserver les 5 minutes où ils ont leur téléphone et on les a au téléphone. Mais nous après, il faut s'occuper de nous. C'est pas honteux de s'occuper de soi. Moi, j'encourage vraiment beaucoup les parents à parler avec des psys. Il y a beaucoup de psys qui se mettent à la disposition, que ce soit des psys francophones ou des psys israéliens, qui se mettent à la disposition des familles. Et puis, j'ai la main assez facile sur les médicaments en ce moment parce que c'est quelque chose d'extrêmement violent. D'accord ? Donc, je veux aussi passer ce message qu'on a souvent une vision très caricaturale des médicaments. C'est quoi les médicaments ? Pour les gens normaux qui vont vivre un état traumatique ou anxieux, c'est des anxiolytiques, c'est-à-dire l'exomildavant, Xanax, Lorivan, tous ces noms-là. Okay ? Donc, c'est des médicaments qu'on prend quand on est anxieux. On peut en prendre plusieurs par jour en fonction de comment on le supporte. Ça peut nous faire un peu dormir. C'est pas grave de faire des siestes, ça fait pause un petit peu et ça abaisse l'état de tension. Et en abaissant notre état de tension, on fait du bien à tous ceux qui nous entourent parce que l'angoisse est assez contagieuse. Et après, les gens me disent « Ah, mais je veux pas rentrer là-dedans, je veux pas commencer à être drogué, etc. » Les gens qui ont des toxicomanies à ces médicaments sont des gens qui ont des profils toxicomaniaques. D'accord ? Donc les gens qui ont un profil classique et qui vont commencer à prendre pendant le mois ou les 2 mois ou je sais pas combien de temps ça va durer ces médicaments, on leur arrêtera très facilement. Ils peuvent pousser cette angoisse, la mettre vraiment de côté, on leur arrêtera en 1 semaine, 10 jours sans aucun problème. Et dans un quart d'heure, on parlera aussi justement de ces médecines alternatives qui peuvent nous aider. Alors les médecines alternatives, ça sera pas moi qui vais en parler, mais par contre, comme je suis psychiatre, je veux quand même vraiment déculpabiliser les gens sur les anxiolytiques et sur la sérotonine. La sérotonine, c'est quoi ? C'est les médicaments, les antidépresseurs. On les donne pas que pour les dépressions, on les donne pour les troubles anxieux, pour les TOC, on les donne pour les insomnies sévères. On en donne beaucoup, de millions de gens en prennent. Et pareil, ce sont pas des médicaments qui rendent accro. Quand vous allez voir sur Internet dire « Ah, mais moi, ça fait 10 ans, j'ai jamais réussi à arrêter, qu'est-ce que c'est que cette infamie, etc. » C'est parce qu'ils vont toujours pas mieux. C'est comme du Doliprane pour la tête. Si tu te casses la jambe, tu prends du Doliprane, tu prends un antidouleur, il faut. Après, ça va pas te réparer la jambe. Donc si c'est pas réparé, quand on l'arrête, t'as toujours mal. Mais c'est pas le médicament le problème. Donc il faut beaucoup déculpabiliser les gens qui font des gros symptômes en ce moment, ou les gens qui ont vécu des trucs terribles, ou qui sont dans les familles de soldats. S'ils sentent le besoin de prendre des choses, il faut qu'ils y aillent assez facilement. On leur arrêtera très facilement. Sous contrôle d'un médecin, bien évidemment. Très facilement, on leur arrêtera. Oui, de toute façon, c'est sur ordonnance. Et toutes les études montrent aussi que ça prévient les syndromes de stress post-traumatique. Donc, c'est le moment de déculpabiliser ces prescriptions. Myriam, vous vouliez agir? Oui, je voudrais ajouter 2 commentaires là-dessus. D'une part, j'ai pas très envie de parler de nous forcément, mais dans la profession médiatique, il y a des gens qui sont dans une situation pareille, justement du fait d'avoir été exposés pendant toutes ces semaines. Et j'ai des collègues qui prennent des médicaments, et je pense que c'est important aussi de déculpabiliser tout le monde, y compris tous les gens qui sont sur le terrain et qui sont exposés particulièrement en raison de leur métier. Et je pense qu'il y a un sous-sujet là-dedans dont on parlait tout à l'heure en préparant l'émission, qui est que même des gens qui arrivent à fonctionner normalement culpabilisent quand ils font un break, culpabilisent quand ils regardent la télé, culpabilisent quand ils regardent un film, culpabilisent quand ils mettent une chanson agréable avec les enfants. Et au contraire, on entend là combien le système nerveux a besoin de faire des breaks et combien on a besoin tous de se protéger. Et c'est complètement OK de regarder la télé, c'est complètement OK de vouloir se changer les idées. Je pense que c'est important de le dire. C'est très important ce que vous venez de dire, et je l'entends chez les enfants et chez les adultes beaucoup. Je culpabilise, docteur, je regarde pas les témoignages, je regarde plus les images, je culpabilise quand je regarde une série ou que je pense à autre chose, etc. Et moi, je leur réponds sur plusieurs points. Comme a dit Myriam, sur le premier point, c'est que le psychisme, il a besoin de ça.
ton psychisme, il a besoin que tu lui injectes du plaisir, parce que c'est de la force, c'est de l'énergie et que ça va durer longtemps. Les enfants, c'est les champions pour ça. Quand ils sont malades à l'hôpital, ils voient un jouet, ils se mettent à jouer, etc. Et en fait, ils ont une pulsion de vie. Et il faut qu'on les suive. Il faut les copier. Il faut les copier, d'accord ? Et donc, il faut absolument pas culpabiliser, bien au contraire. Et puis, je vais même proposer une version militante à laquelle je crois personnellement. Je propose aussi à mes patients, à mes proches. Nos ennemis jouissent de nous voir souffrir. Ils le savent qu'on souffre beaucoup. Ils savent qu'on a un genou à terre et ils voudraient qu'on ait les deux. Et que ça dure très longtemps. Ils sont venus équipés de caméras et ils ont posté partout sur les réseaux sociaux leurs atrocités. C'est à des fins très précises. C'est pour détruire le psychisme des Juifs et des Israéliens. Et donc, il faut avoir comme action militante, d'essayer de ne pas regarder ce qu'ils veulent nous montrer. Il faut les transmettre au monde extérieur qui, lui, a besoin de se rendre compte de ce qui se passe. Mais nous, on est au courant, on n'a pas besoin d'en regarder plus. On n'a pas besoin de preuves. Okay. Et la deuxième chose, c'est que il faut pas leur donner cette jouissance de nous mettre à terre. Et il faut à tout prix injecter du plaisir. Et quand la guerre va être finie, ça va être très important que le pays fasse preuve de résilience, qu'on injecte du plaisir, qu'on ressorte, que les Juifs de diaspora viennent en vacances, qu'ils dépensent leur argent, qu'ils s'amusent, et qu'on montre à nos ennemis que on a rebondi et qu'on va faire même mieux que ce qu'on avait avant. La résilience, justement. Léa de Natania nous a posé cette question quand vous parliez de reprendre le flot normal de notre vie, malgré le fait qu'on soit en guerre, le retour des enfants à l'école. Léa nous dit « J'ai peur d'envoyer mes enfants à l'école, leur faire reprendre les bus. Comment leur faire reprendre une vie normale sans se laisser envahir par l'angoisse ?» C'est normal que ce soit très dur et on peut y aller progressivement en fonction de sa sensibilité, d'accord ? Vraiment, c'est pas la peine dans ce moment de rajouter une culpabilité parentale. Qu'il y ait des parents qui disent « Bon, tu sais quoi, je vais l'accompagner, je vais le laisser 1 heure ou j'irai demain, etc. » C'est pas grave, ils peuvent le faire, alors qu'il y a d'autres parents qui vont complètement laisser les enfants y aller en bus, et aller à l'école et revenir. Ok ? Il faut pas se culpabiliser, mais il faut aller vers progressivement, de toute façon, avoir comme objectif progressif de retourner à une vie normale. Il faut, même si c'est difficile, il faut essayer de faire confiance à l'État. Et dans le traumatisme, et justement dans l'échec de l'État de samedi, il y a une perte de confiance, mais il faut essayer de restaurer même en nous cette confiance. Il ne faut pas que ce soit une défiance à l'extrême. C'est pas justifié que ce soit une défiance à l'extrême. Il y a quelque chose de terrible qui s'est passé sur le plan du renseignement. Moi, j'y connais rien, mais sur le reste, c'est un État qui fonctionne bien, qui est puissant et qui fonctionne bien depuis longtemps et qui a l'habitude des dangers encourus par la population. Donc, il faut qu'on s'efforce de lui faire confiance. Et puis, il faut qu'on suive le mouvement de nos enfants. Si on a des enfants très anxieux qui veulent pas trop y aller, on va essayer progressivement de les amener un peu. Si on a des enfants qui ont envie d'y aller, qui ont envie de vivre, qui ont envie de s'amuser, alors il faut leur faire confiance et suivre un petit peu ce mouvement. Savoir les écouter, savoir écouter certaines de leurs frayeurs, mais savoir aussi les pousser d'un autre côté. Les pousser pas trop, un petit peu. Voilà, progressivement. On ne se met pas une pression excessive de dire si demain il y a l'école et que mon enfant il est pétrifié pour y aller et que moi je suis pétrifié, je vais quand même l'amener de force. Non. Ok, tu sais, si tu veux, je t'accompagne, même tu restes 5 minutes, 1 heure, je suis là, je reste devant. Si tu veux, si tu le sens pas d'y aller le matin, on va aller dans la journée passer devant l'école. On essaye de gagner du terrain sur les angoisses, de sortir de la maison, de gagner du terrain, de se rendre compte que beaucoup de nos angoisses, finalement, peuvent être apaisées par la réalité. Voilà, des messages de calme pour arriver justement à gérer cette crise. On va continuer, Michael, d'être avec vous pour la prochaine demi-heure. On sera également avec le médecin Josrienne qui nous parlera d'autres trucs, d'autres façons de se sentir mieux, puisque comme notre échelon politique et militaire nous l'a déjà annoncé, ça risque d'être long et de prendre du temps. Il faut donc s'y armer aussi pour le front intérieur. On marque une courte pause. On se retrouve juste après avec d'autres questions et plein d'autres réponses. À tout de suite.
Made for Me, un concept unique en Israël. La mode masculine, personnalisable et à vos mesures. Made for Me, le designer de tous vos événements. Planifiez dès à présent votre rendez-vous sur madeforme.co.il. Made for Me, habilleur officiel de la chaîne i24 News. Bonsoir à tous. Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Plusieurs milliers de morts et de blessés et le bilan ne cesse de s'alourdir. Nous vous livrons des témoignages, les récits d'horreur de ceux qui ont réussi à survivre, la détresse des familles des otages détenus à Gaza, les actes de bravoure de ceux qui ont sacrifié leur vie face à la barbarie. Des images choquantes et explicites pour que le monde sache. La guerre d'Israël contre le Hamas, c'est à suivre en continu sur i24 News. New York, Tel Aviv, Jérusalem, Londres, Ramallah, Washington, i24 News, la chaîne d'information internationale au cœur des grands événements. Retrouvez votre nouveau rendez-vous, les meilleurs extraits des débats, analyses et reportages des chaînes anglophones et arabophones d'i24 News, tous les lundis à 16h30. Ils sont politiques, hommes de lettres ou de savoir. Chaque soir, ils ont rendez-vous avec Anna Cabana et ses décrypteurs pour décortiquer ensemble l'actualité du jour. Une heure d'échange piquant et incisif pour mieux comprendre les coulisses du pouvoir. Ravi de vous retrouver sur le plateau d'i24 News édition spéciale que nous avons ce soir décidé de consacrer à vos peurs. Vous nous avez posé des questions, vous nous les avez envoyées et nos experts en plateau vous y répondent. Nous sommes avec Myriam Shermer, éditorialiste israélienne. Merci Myriam d'être avec nous. Michael Larar, psychiatre, merci à vous. Et nous accueillons Josriane, médecin acupuncteur. Dans quelques instants, vous nous donnerez plein de clés pour se sentir mieux. Oui, mais je suis sûre que plein de clés seront entendues et mises en pratique. Audrey de Levallois nous pose une question, Michael, pour vous. Audrey, on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'habite en France, à Levallois. Évidemment, comme tout le monde, je suis encore traumatisée de ce qui s'est passé en Israël il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Et je pense que comme beaucoup de femmes, beaucoup de mères, je suis dévorée par le sort des otages et je me demande comment, entre autres à cause des vidéos insoutenables qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, je me demande comment réussir à ne pas me laisser tétaniser par ces vidéos, mais surtout comment ne pas laisser mon imagination prendre le dessus quant à leurs conditions de vie là-bas et quant à leur sort tout simplement.
Merci Audrey de Levallois donc pour cette question. Comment on fait pour ne pas laisser notre imagination prendre le dessus ? Il faut essayer d'occuper son esprit beaucoup. Le psychisme, il aime être actif, surtout dans des moments comme ça. Si je laisse mon psychisme passif avec une telle actualité, des choses, comme dit la dame, auxquelles elle s'identifie en fait. Elle s'identifie aux otages, elle identifie ses enfants aux otages, donc elle est complètement prise aux tripes de ce qui se passe, et c'est normal qu'elle ait ce mécanisme-là. Et donc si on laisse trop de place au psychisme pour divaguer, il va être forcément complètement attrapé par ça. Donc on est dans un moment où on a besoin d'être actif. Actif, ça va être travailler. Actif, ça peut être se rendre utile, se bagarrer là où on peut se bagarrer, aider dans des choses, des dons, où beaucoup sont sur les réseaux sociaux et veulent produire des contenus pour défendre Israël et contre la propagation incroyable des propagandes anti-juives, etc. Donc tout ce que je peux faire d'actif, c'est positif. Ce qu'on a dit tout à l'heure aussi sur s'autoriser à prendre du bon temps à regarder des choses, même dans une période pareille, c'est très important. Et pour les jeunes mamans, souvent, elles ont beaucoup de mal à faire tout ça, et je leur dis, mais écoutez, le rôle qui est le plus important pour vous, c'est mère, alors essayez d'être active comme maman, c'est-à-dire posez-vous et jouez. Posez-vous, poussez le téléphone pour de vrai, mettez-le loin, et décider avec chaque enfant, par exemple, de prendre une demi-heure, 1 heure avec chaque enfant séparé et de jouer à ce qu'ils aiment eux et essayer de leur transmettre des choses que vous avez envie de leur transmettre, mais dans du ludique, pas par rapport à l'actualité. Mais voilà, essayez de mettre le plus possible son psychisme en action. Cette question d'Audrey, elle fait écho à une autre question, celle de Louise qu'on a reçue ce matin. Comment rétablir, et on en parlait il y a quelques minutes, ce fort sentiment de sécurité qu'Israël symbolisait avant le 7 octobre pour les Juifs du monde entier ? C'est vrai qu'il y a un moment où, enfin, beaucoup de Juifs du monde entier se disent que si quelque chose arrive en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc., on peut aller se réfugier en Israël. Et puis là, tout d'un coup, il y a cette impression que, ah ben non, on ne peut pas se réfugier en Israël. On peut se réfugier en Israël, même là. Il s'est passé une catastrophe samedi, mais Israël reste un État sûr, fort, et surtout c'est l'État des Juifs. C'est-à-dire c'est l'État où tu es chez toi. On ne va pas te chasser parce que tu es toi. D'accord ? Alors que ce que les Juifs de diaspora dans les moments difficiles fuient, c'est l'antisémitisme au sein même de leur pays. C'est ton pays ne te défend pas et peut-être même te pointe du doigt ou te lâche à la meute, et donc tu te retrouves seul. Alors que ici, on peut être soumis à des guerres, à des attentats, mais on est ensemble. Bon. Donc ça, c'est un premier point. C'est pas la même sensation d'être terrifié à l'extérieur d'Israël, d'être dans des quartiers difficiles en France, que d'être ici en Israël sous les roquettes. Ici, on est ensemble et on est dans un pays qui reste un pays fort. Après, ça va être un des défis de l'État, de restaurer la confiance en l'armée et en la force de l'armée, et cette fois aussi en la qualité de son renseignement pour que des choses pareilles n'arrivent plus. Et ça va être un défi très important des mois à venir. Il va y avoir un défi collectif. On a reçu une question concernant ce post-trauma national, en disant qu'après 45, très peu parlaient de ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre. Après la guerre de 73 aussi, certains se levaient en faisant des cauchemars la nuit, et puis on mettait le phare habituel et puis on n'en parlait plus. Quel type de projet à l'échelle nationale maintenant on peut mettre en place justement pour se soigner ensemble ? D'abord, le rapport à la psychiatrie n'est plus le même. En 73, la psychiatrie, c'est quand même vu pour les gens, pour les fous ou pour les gens faibles. Aujourd'hui, la plupart des gens un petit peu évolués sur le plan intellectuel savent que c'est quelque chose qui peut aider absolument tout le monde, et donc il faut forcer, les médias auront un rôle là-dessus, sur la déculpabilisation et proposer en prévention aussi, c'est-à-dire de dire aux soldats ou aux familles, n'attendez pas forcément de vous sentir mal, vous pouvez aussi aller consulter 1 ou 2 fois pour aller voir si finalement ça va aussi bien que vous le pensez, etc. Bon, donc essayez de déculpabiliser, démocratiser le plus possible l'accès aux soins.
soins. Il y a un grand mouvement de solidarité dans tout le pays, à tous les degrés, et chez les psychologues et les psychiatres, je vois aussi que tout le monde propose son aide gratuitement à toutes les familles et les soldats qui en ont besoin. Donc il faudra que, évidemment, ça se maintienne après la guerre, pour qu'il y ait vraiment un accès aux soins facilité. Idéalement, à un moment donné, que ça devienne chapeauté par l'État, que ça devienne un peu institutionnalisé, mais c'est aussi important de sentir pour les victimes qu'il y a une solidarité nationale. Ce que j'ai aussi en tête, mais c'est plus personnel, c'est que je pense qu'il faut que le pays montre une vraie solidarité après avec les victimes. C'est-à-dire qu'il y a une vraie reconnaissance, un vrai soutien, qui sentent que c'est pas juste on a construit une institution, voilà, vous avez vos soins et salut. Non, on a conscience de la catastrophe que ça a été, on est tous ensemble et il va falloir créer des événements pour eux, justement, et peut-être juste, je finis ça, créer des événements pour eux, et je vais aller même un peu plus loin, qu'ils aient des avantages des enfants à l'école, etc., qu'ils voient toute notre solidarité, notre chaleur à leur égard. Une nation derrière eux. Certains évoquaient déjà l'idée, même dans les jours qui ont suivi ces massacres du 7 octobre, Myriam, de créer une espèce de Yad Vashem, c'est-à-dire de centre de souvenirs pour tous ceux qui ont été tués d'une façon effroyable lors de ce fameux samedi. Ah, j'ai aucun doute qu'il va y avoir un musée, qu'il va y avoir un mouvement comme ça de reconstruction. Benjamin Netanyahou, quand il s'est rendu auprès des troupes, il a même dit on va renommer le littoral de la rédemption. On est en train d'inventer des mots, mais c'est important justement. C'est un travail justement qui permet. C'est pas trivial, Michael. Non, c'est important. Ouais, c'est important quand on est victime de quelque chose, de sentir qu'on nous comprend. Regardez, nous on a besoin de voir ici qu'il y a des médias qui prennent la parole, qui enfin dénoncent la propagande palestinienne ou du Hamas, et ça nous fait du bien. Pourtant, ça pourrait être un détail, mais non, on a besoin de sentir le soutien. On reprend la direction de la France. Esther Portugais nous a posé une question. On l'écoute. Bonjour, je me présente, je m'appelle Esther. Voilà, je voulais vous poser une question. Depuis le 7 octobre, le massacre qui a été fait par le Hamas, qui m'a complètement anéanti, de par la violence inimaginable dans l'esprit des gens. Mon père a été un fervent pionnier d'Israël. Il a planté des orangers à Yad Vashem le long. Il a vécu dans un kibbutz pendant longtemps. Il a fait son armée là-bas. Et après, il est venu en France. Et moi, j'ai toujours vécu en France, mais j'ai toujours eu un lien très fort avec Israël, de par son histoire aussi, et de par le fait d'être juive. Et ma question, c'est pourquoi ça m'a anéanti à ce point-là, alors que je ne vis pas en Israël, mais que ça m'a renvoyé à des images pour lesquelles j'aurais préféré que ça n'existe plus. Merci pour votre réponse. Merci. Merci à Esther pour cette question. Pourquoi ? Je me souviens de ma prof de biologie qui disait il ne faut pas poser la question pourquoi, mais plutôt comment. Évidemment, ces images-là, elles anéantissent, elles persécutent jusque dans nos nuits. Mais comment on ne pourrait pas Comment on ne pourrait pas être traumatisé par ce qu'on a vu ? Et évidemment, plus on a un lien avec des victimes, et un lien religieux, national, etc., plus on s'identifie et plus c'est extrêmement violent. Bon. Donc déjà, il n'y a pas de culpabilité à avoir de dire pourquoi moi je suis en France et je suis anéanti, c'est pas bien, je suis pas courageux, pas du tout. C'est absolument normal de pouvoir ressentir des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à consulter si on a des symptômes, vraiment. Il ne faut pas avoir honte. Beaucoup de patients me disent « Oui, mais moi, je ne suis pas en Israël, mais moi, je ne suis pas au front, mais moi, ceci, alors j'ose pas, j'ai honte, etc. Je veux pas prendre la place de quelqu'un qui aurait besoin. » Non, il y a la place pour tout le monde et il faut consulter dès qu'on se sent fragilisé. Donc déjà, il faut pas hésiter et c'est compréhensible ce que ressent cette dame. Et je dirais que ce qu'elle pourrait avoir comme point de mire,
comme victoire, c'est de faire quelque chose qu'a fait son père une fois que les choses iront mieux. Qu'elle revienne, elle aussi, faire des choses pour ce pays, planter des choses ici. Alors Esther, vous viendrez planter des oliviers quand tout sera terminé, ou autre chose, des citronniers peut-être. Sarah de Batiam nous a posé une question sur la gestion des crises. Et là, ça touche et l'esprit et le corps. Donc je voudrais vous entendre tous les deux à ce propos. On l'écoute. Bonjour Nathalie, bonjour à tous sur le plateau et merci pour votre émission. Je m'appelle Sarah, j'habite à Batiam, j'ai 54 ans et je vis seule, c'est ma première guerre, je suis au Lahadacha. Je suis suivie ici pour dépression chronique et pour hypersensibilité. Je pense que nous sommes extrêmement nombreux à vivre vraiment des choses extrêmement difficiles et avec les enfants et on ne va pas revenir là-dessus. J'ai une question précise me concernant, c'est les maux somatiques. J'arrive plus ou moins à gérer le cerveau et à calmer un peu l'émotionnel et à reprendre vaguement contact avec j'en ai même oublié le mot, avec le rationnel. Mais en revanche, le corps parle avec des diarrhées, des vomissements, des maux de tête, des maux de dents, c'est à peu près tout et n'importe quoi, et que rien ne calme. Y a-t-il une solution ? Merci Sarah pour cette question depuis Batiam. Rien ne calme. Ces mots somatiques, c'est psychosomatique, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est des débordements anxieux. Okay, donc on a tous connu ça avant des examens ou des choses comme ça. Bon. Et donc, évidemment, là, dans une situation aussi dramatique, on peut avoir un débordement anxieux, c'est-à-dire que le psychisme, il est débordé, il n'arrive pas à gérer suffisamment. Et donc, je dirais que la dame dit je gère sur le plan psychique. Je suis pas certain que ce soit complètement géré. Et c'est loin d'être une critique, c'est absolument normal. Donc j'invite cette dame à consulter plus, parce qu'elle a dit qu'elle avait déjà des soucis, donc j'imagine qu'elle a des soins, d'augmenter les consultations où elle va parler. Parler, ça décharge déjà, c'est déjà quelque chose, être entendu, pouvoir être assuré, livrer aussi les résonances que ça a avec mes propres problèmes, tout ça, ça peut me faire beaucoup de bien. Et puis après, pour la part physique, mais je vais laisser répondre Jo, il y a des techniques particulières qu'on peut utiliser. Alors, Josiane, devant cette situation, justement, quand le corps exprime ce que l'esprit peut-être n'arrive pas à dire. C'est un tsunami d'émotions. Ce que nous avons vécu est inimaginable devant cette... Nous avons été choqués, nous avons été sidérés. Et ensuite, après, il a fallu réagir. Donc, je comprends tout à fait ce que dit madame, mais il faut savoir que je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de honte à avoir. Avoir peur, avoir des angoisses, avoir des manifestations de tristesse, de colère, de haine, tout ça c'est très humain. Il ne faut pas avoir honte, c'est quelque chose qui est humain. Mais il faut arriver à les conscrire et à s'en occuper. Exactement, et ensuite après il faut essayer, et c'est là où la consultation est importante, chez le médecin traitant, chez le psychologue, chez les psychologues, chez les psychiatres qui aujourd'hui font un travail remarquable, et tu as raison de le signaler. Ils sont tous à la disposition de la population. Donc il faut consulter, et je pense que par l'expression, par la libération de la parole, et puis aussi par un traitement, et différents traitements, et là nous en avons beaucoup, elle pourra se sentir beaucoup mieux. Mais c'est pas quelque chose qui va se faire immédiatement, quelque chose qui est progressif. Et je pense que ce qu'elle exprime est quelque chose que nous ressentons tous. Nous avons tous ressenti ces moments d'angoisse, de colère, de haine, qui continuent, qui ne sont pas terminés. Il faut dépasser cela et il faut commencer à se prendre en charge. Alors très techniquement, techniquement. Vous dites dépasser ça, ça peut nous sembler, flou. Techniquement, quels conseils vous pourriez nous donner pour... La première chose, déjà, de consulter. Et en fonction de l'état ou de la gravité de la situation, il y a un certain nombre de traitements. Alors, il y a bien sûr les anxiolytiques ou les antidépresseurs qui seront donnés par le médecin traitant ou par le psychiatre. Il y a aussi les psychothérapies, donc de soutien, et puis d'autres types de psychothérapies qui vont venir en appoint, qui vont permettre donc de se reconstruire, parce que c'est comme une destruction en fait. Il faut reconstruire, il faut qu'on se reconstruise. Ça, ce sont des techniques ce sont des pratiques médicales importantes. Et puis il y a aussi un certain nombre de pratiques que l'on peut essayer d'avoir au quotidien
Alors, on peut en parler si vous voulez. Alors, il y a ce que j'appelle la cohérence cardiaque. C'est très intéressant. C'est un système qui est très intéressant, que j'ai utilisé des dizaines de fois et qui donne d'excellents résultats. C'est une pratique, c'est une méthode. Ça veut dire travailler sur sa respiration. C'est proche de la méditation, en fait. D'accord. C'est proche de la méditation. Et la cohérence cardiaque, ça va permettre de contrôler sa respiration pour réguler son stress et son anxiété. Alors, comment on va faire ? On va mettre en cohérence la vitesse des battements du cœur par notre respiration. Donc, vous savez que quand il y a une accélération du cœur, automatiquement, nous allons avoir des manifestations physiques. Souvent, d'ailleurs, des manifestations somatiques, quand le cœur va se mettre à battre trop rapidement. Donc, et le cœur va battre très rapidement, beaucoup plus rapidement, quand nous sommes dans des situations de stress ou d'angoisse. Et donc, on va essayer de réguler les battements du cœur, justement par cette méthode, qui s'appelle la cohérence cardiaque. C'est une méthode qui s'adresse à tout le monde. Elle n'a aucune contre-indication et aucun effet nuisible. Le principal effet est la résolution quasi immédiate qui va entraîner un apaisement et un calme. La tension artérielle va diminuer, le pouls va se réguler, les émotions vont être mises à distance et le stress va être évacué. Alors, comment on fait ? En pratique, c'est une méthode intéressante. Je suis en train d'essayer de contrôler ma respiration au moment où vous parlez. On va faire l'exercice. La méthode, je l'ai appelée 555 x 3. Ah. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous inspirez 5 secondes. Vous expirez 5 secondes. Et vous allez répéter cela pendant 5 minutes. D'accord. Et vous allez faire ça 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et je vous garantis qu'au bout, très rapidement, le premier jour, mais surtout au bout de quelques jours, vous allez avoir un effet apaisant, désangoissant. Alors la méthode, c'est quoi ? Il faut être assis, c'est très facile. Vous êtes assis confortablement, assis, pas allongé, les 2 pieds au sol, ou les 2 mains sur une table ou sur les cuisses, le dos bien dressé, et vous êtes attentif à votre respiration. C'est ça qui compte. Alors, je répète, expiration. Mais très concentrée, elle aussi. Non, c'est vraiment, ça marche très très bien. Je l'ai expérimenté des dizaines de fois. Pas sur moi aussi, mais sur beaucoup de patients. Expiration profonde, puis inspirez pendant 5 secondes, expirez pendant 5 secondes, et vous continuez comme ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour. C'est vraiment, et le but, c'est d'atteindre 30 respirations lente et ample, profonde pendant 5 minutes. Ça vous fait gagner 5 heures de non-stress garanti. C'est très simple, voilà, c'est une méthode qui est très... Encore une fois, ça ne s'adresse pas à des cas graves ou à des personnes qui sont dans une situation psychologique. Mais ça c'est bien, on peut le faire avec les enfants, on peut le faire avec les personnes âgées, on peut le faire en groupe, on peut le faire seul. Mais ça marche très très bien. Ça doit aider à dormir, j'imagine. Alors, exactement. Par ailleurs, les bienfaits de cette pratique sont assez nombreux. Sensation immédiate de bien-être et de calme, augmentation de la concentration et de l'attention, diminution de la douleur, meilleure gestion du stress, action sur le sommeil et harmonisation des différents systèmes du corps, c'est-à-dire du système respiratoire, du système digestif et également du système cardiaque. Docteur, on a parlé d'anxiolytiques, on a parlé de médicaments, il y a aussi de l'homéopathie qui peut être utilisée et utile. Tout à fait, on peut parler de ça. Mais si vous permettez, avant, juste, je voudrais donner quelques conseils. Allez. Quelques conseils de comportement, je sais que vous en avez parlé, juste les répéter parce qu'ils me semblent fondamentaux. Ce sont des mots-clés. Le premier, c'est il faut prévenir les proches. Et il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas s'isoler. Non à l'isolement. L'isolement est néfaste. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut, pendant ces périodes-là, bien s'alimenter et bien s'hydrater. Même si on n'en a pas envie, on n'en éprouve pas le besoin, mais il faut se forcer. C'est aussi quelque chose de fondamental. Le sommeil, vous l'avez évoqué, important. Il faut protéger le sommeil dans un environnement qui est calme, sans lumière violente, et avoir un rythme. À côté, sans les push d'iPhone. D'une manière générale, une demi-heure ou 1 heure avant le sommeil, il faut dégager tous les écrans. Et puis, avoir un rythme de sommeil. Il faut toujours s'endormir à peu près à la même heure, ce qui permet un meilleur endormissement et une meilleure qualité de sommeil. Les routines, on en a parlé tout à l'heure, c'est fondamental. Favoriser des routines. Il faut tous les jours revenir à ces routines. D'abord, c'est rassurant. Il ne faut pas changer ses habitudes. Il faut respecter ses routines et privilégier des activités plaisantes.
même dans ces périodes, alors qu'on n'en a pas forcément envie. Voilà. Ça, c'est des choses qui me semblent... Sans s'en sentir coupable. Et surtout pas non, mais on en parlait tout à l'heure. Les concerts pour les soldats, les mariages qui ont lieu, tout ça, c'est extrêmement important pour le moral collectif. Mais bien sûr, bien sûr. 2 ou 3 encore petits points, pas de substances nocives. Dans ces périodes-là, le stress peut amener à augmenter la consommation de tabac, d'alcool et d'autres de drogues. C'est une erreur très terrible parce que cette consommation long terme va majorer les symptômes et puis ça va entraîner des addictions. Enfin, limiter les médias et les réseaux sociaux. C'est un piège terrible. Il faut couper à certains moments les médias, les réseaux sociaux, parce qu'ils vont réactiver et installer dans la durée les symptômes de stress et d'angoisse. Pas d'automédication, ça me semble évident. Et puis, le sport. Mais oui, il faut du sport, il faut marcher, il faut sortir, il faut aller faire du vélo, il faut s'aérer, amener vos enfants, vos petits-enfants dans des jardins, dans des parcs, en étant sûr qu'il y a des abris à côté, bien sûr. Voilà. Et puis si ces symptômes persistent, eh bien, il faut consulter. Il faut consulter les médecins, les psychologues et sans aucune hésitation. Un dernier point, je voudrais en quelques secondes, Dr Zayan, parler de l'homéopathie. Oui, rapidement. Vous avez un médicament qui est absolument magique, qui marche très très bien, qui s'appelle Ignacia Amara. C'est un très très bon médicament. Alors, ça, je note. Ignacia Amara. C'est un médicament qui est sans danger, qu'on peut donner à des enfants, à des femmes enceintes, qui est d'origine végétale. En Israël, parce que c'est compliqué l'homéopathie. Non, vous en avez en Israël. Celui-là, vous l'avez. Ça vient de la fève de Saint-Ignace, qui est un fruit d'un arbuste grimpant des Philippines pour ceux qui veulent le détail. Le remède donne d'excellents résultats dans les situations d'angoisse, d'anxiété, de stress, de choc affectif récent, de troubles du sommeil. Bien sûr, dans la mesure où ce ne sont pas des cas graves, c'est très important. Et il faut en prendre 3 granules 3 fois par jour, et 1 à 3 fois par jour en fonction des résultats. Répétez pour les... Ignacia Amara. Voilà. Ça marche très très bien, ça donne de bons résultats, c'est pas cher, mais ça n'évitera pas la consultation, bien sûr, si cela est nécessaire. Je vous donne une dernière recommandation, si vous permettez, soyez prudents, prenez soin les uns des autres, et puis n'ayez aucun doute, nous allons sortir vainqueurs et plus forts encore de cette épreuve. Merci beaucoup, Dr Zayan, d'avoir été là. Merci à vous, Mickaël Larare, d'avoir été là également sur ce plateau. On a joint le corps et l'esprit pour essayer de se sentir mieux. On espère vous avoir apporté quelques clés.